Travailler dans le transport maritime, c'est être constamment confronté à des dangers. Chaque année, de nombreux marins meurent dans des accidents, tandis que d'autres sont gravement blessés. Pourtant, l'activité se poursuit. Lorsqu'ils partent en mer, les marins doivent être prêts à tout. Par exemple, à faire face à des vagues de 20 mètres causées par un ouragan. Ces énormes murs d'eau foncent vers le navire, menaçant de le faire chavirer. Heureusement, les cargos modernes sont conçus pour résister à toutes les conditions météo, à l'exception des plus sévères, tout en respectant des délais très stricts. Vraiment très stricts. Pour eux, affronter une tempête n'est pas un imprévu, c'est une certitude. Les grands navires commerciaux ne peuvent pas espérer échapper au mauvais temps lorsqu'ils traversent les océans. Un rapide et modeste rappel à ceux qui oublient d'appuyer sur le bouton j'aime. Faites-le tout de suite pour ne pas oublier. Pourquoi ces énormes navires en fer, incroyablement lourds, ne coulent pas? Tout simplement car leur conception obéit aux lois de la physique. Les ingénieurs veillent à ce que la densité moyenne des navires de croisière soit inférieure à celle de l'eau. En effet, pour qu'un navire flotte, il doit peser moins que la quantité d'eau qu'il déplace. C'est son poids qui le fait s'enfoncer. Ce poids est compensé par sa flottabilité qui le pousse vers le haut. Par conséquent, si la flottabilité est supérieure au poids, le navire est repoussé vers le haut et il ne coule pas. Pour comprendre pourquoi ces navires ne chavirent jamais, il faut comprendre comment ces forces s'exercent. Pour simplifier, il y a deux points primordiaux, le centre de gravité pour le poids et le centre de carène pour la capacité du navire à flotter. Si tous les éléments du navire faisaient le même poids, le centre de gravité se trouverait en plein milieu. Mais les moteurs, équipements et réserves de carburant pèsent bien plus lourd que les cabines et autres zones réservées aux passagers. Le centre de gravité se trouve donc au fond du navire. Et le centre de carène, en fait, il est au milieu de la partie du navire qui est immergée. Flottabilité, centre de gravité bas et ballast permettent au navire de rester stable même dans des conditions météo difficiles. Vous avez déjà remarqué que les navires de croisière ont un corps arrondi et qu'ils sont assez larges. Cette conception leur permet de naviguer en douceur et de réduire la traînée dans l'eau. Ils sont ainsi bien plus stables que les bateaux pointus en forme de V. Ces bords arrondis empêchent les navires de trop osciller. En fait, la position du centre de gravité est primordiale pour n'importe quel navire. Il est même possible de concevoir un navire qui se redresse automatiquement s'il est renversé par une vague. Bien sûr, c'est pas applicable à un paquebot, mais pour un bateau plus petit, c'est tout à fait faisable. Et ça marche vraiment. Le bateau à grande vitesse Thunderchild est impossible à faire chavirer. En fait, les navires modernes, même les plus grands, sont beaucoup plus stables que les navires d'il y a quelques dizaines d'années. Tout ça grâce à la modélisation informatique. Lors des essais, les navires sont soumis à tous les scénarios imaginables pour vérifier leur stabilité. On les incline à des angles de 30 à 45 degrés pour garantir que même en cas de forte tempête, ils ne basculent pas sur le côté. D'après les résultats de ces tests, les navires de croisière peuvent supporter une inclinaison de 60 degrés avant de se retourner. Cela dit, mieux vaut ne pas se trouver sur un navire qui penche de plus de 15 degrés. Il est presque impossible de se tenir debout dans de telles conditions, à moins d'être un acrobate de niveau 100. Si c'est pas le cas, on risque fort de finir comme ce toast beurré des deux côtés. Vous me suivez? Vous savez, les toasts atterrissent toujours du côté du beurre. Bref, les navires de croisière sont aussi équipés d'ailerons qui se déploient sur les côtés en cas de besoin. Ces ailerons permettent de réduire l'inclinaison du navire lorsque la mer est agitée. Mais la stabilité ne suffit pas à empêcher un navire de couler. Lorsque les vagues s'écrasent contre le pont par mer agitée, de l'eau vient s'ajouter au poids du navire. C'est là qu'une coque bien conçue fait toute la différence. Elle comporte des pompes, des tuyaux, des valves et des canalisations placées stratégiquement dans les compartiments inférieurs. Ces équipements permettent de traiter les fuites éventuelles et de maintenir le niveau d'eau dans des limites sûres et acceptables. Les coques modernes sont équipées de capteurs permettant de contrôler le niveau d'eau et le bon fonctionnement des pompes. En principe, s'il y a une fuite ou si une pompe tombe en panne, l'équipage en est prévenu. Autre détail important, les grands navires sont divisés en plusieurs sections afin de créer des barrières internes. Ces sections sont conçues pour être à la fois étanches à l'eau et à l'air. En cas de trou dans la coque,
de l'eau pénètre à l'intérieur du compartiment correspondant uniquement. Cette conception empêche l'eau de se répandre davantage et de compromettre la flottabilité du navire. Même si un ou deux compartiments sont inondés, les autres restent à sec. L'équipage a ainsi le temps de réagir et de prendre des mesures pour éviter une catastrophe. Le Titanic a été le premier navire à mettre ce principe en pratique. Il est resté à flot même après avoir heurté un iceberg. Les compartiments étanches ont permis au navire de rester à flot plus longtemps. Il existe cependant une autre théorie. Certains spécialistes affirment que ces sections ont accéléré le naufrage du Titanic. Mais oublions le Titanic, c'est pas vraiment le meilleur exemple qui soit d'insubmersibilité, même si c'était son surnom. Concentrons-nous sur un autre point essentiel, les ballasts. Un ballast est un poids supplémentaire qui permet au navire d'être plus stable et d'équilibrer son centre de gravité. Cependant, son poids demeure assez faible, aussi les tempêtes restent dangereuses pour les navires qui ne transportent aucune cargaison. Il existe différents types de ballast, par exemple des ballasts remplis d'eau. Cette eau peut être déplacée d'un côté à l'autre du navire. En cas de mer agitée ou d'urgence, ça permet de maintenir l'équilibre du navire et de réduire les oscillations. Plus le navire est grand, plus nombreux sont les ballasts. Les porte-conteneurs utilisent de nombreux ballasts pour maintenir l'équilibre et répartir le poids, en particulier par mauvais temps. L'équipage peut ajuster la répartition du poids en modifiant la quantité d'eau dans les ballasts. Mais concentrons-nous un instant sur les vagues. Lorsque les cargos sont en mer, ils subissent 6 types de mouvements causés par les vagues. Ces mouvements impliquent des déplacements verticaux, latéraux et longitudinaux, ainsi que des rotations autour du centre de gravité du navire. Tout ça à cause des vagues. En général, elles ne font qu'interférer avec les mouvements du navire, mais elles peuvent parfois causer de graves dommages. Cependant, la principale cause de dégâts au navire, c'est les vagues monstrueuses. Il y a peu encore, les scientifiques ignoraient leur existence, pensant que ces vagues scélérates géantes, sorties de nulle part, n'étaient qu'un mythe. Ce n'est qu'en 2000 que l'Union européenne a lancé un projet scientifique appelé MaxWave pour confirmer l'existence de vagues scélérates, modéliser leur apparition et évaluer l'ampleur du problème. Conclusion, le problème est assez sérieux. Ces vagues sont responsables de nombreuses situations extrêmes en mer. Des navires coulent et des plateformes offshore sont détruites à cause d'elles. Et c'est pas étonnant, les témoins les décrivent comme d'énormes murs d'eau fonçant vers les navires. Naturellement, entrer en collision avec une telle vague est très dangereux. Elle peut briser des vitres et inonder le pont, et même pire. C'est ce qui est arrivé au navire MS Maud près des côtes danoises. Une telle quantité d'eau a inondé le pont que ça a coupé l'électricité. Personne n'a été blessé, mais le navire n'était plus en état de naviguer. Heureusement, ça n'a pas suffi à le faire couler. Il y a 20 ans, les rapports indiquaient que les navires et les plateformes offshore étaient conçus pour résister à des vagues d'une hauteur maximale de 15 mètres. Or, les vagues scélérates peuvent faire plus de 30 mètres, et de telles vagues ne sont pas rares. Des études ont montré que sur une courte période, il pouvait se produire plus de 10 vagues de plus de 25 mètres de haut dans le monde. Lorsqu'un navire heurte de plein fouet une vague scélérate, ce qui est l'approche la plus sûre, il se produit ce que l'on appelle du tossage. Si un navire tangue violemment et qu'il heurte l'eau de plein fouet à pleine vitesse, il peut subir de graves dommages. Lorsqu'un navire tombe de la hauteur d'une vague et percute la surface de la mer, ça provoque un écrasement et un gauchissement du fond du navire. Le blindage de la proue peut également être endommagé. Et lorsque ces structures frontales subissent de nombreux impacts sur une longue période, le navire s'use prématurément. En l'absence de contrôle régulier, une vague scélérate peut détruire complètement un navire. Elle peut littéralement le briser. L'impact répété des vagues contre la coque est la pire des choses pour un navire. Bien qu'il soit construit en acier épais, l'impact répétitif de grosses vagues peut suffire à déchirer la coque des cargos modernes. Parfois, les vagues sont assez puissantes pour littéralement plier un navire. Et c'est pas une métaphore, le navire se brise en deux et il coule. C'est ce qui s'est produit en 2021 au large de la Turquie lorsqu'une vague a soulevé l'avant d'un cargo et l'a arraché net. Bien entendu, ce genre de choses ne devrait pas arriver à un navire bien entretenu.
Celui-là datait de 1975, ce qui explique peut-être ce qui est arrivé. Il avait dû percuter un grand nombre de vagues scélérates. Sur les navires plus récents, l'avant, la partie qui frappe constamment les vagues, est renforcée. On y ajoute des éléments tels que des piliers, un revêtement spécial, un pont plus solide. C'est sur cette zone qu'il faut se concentrer pour éviter que des vagues violentes ne détruisent le navire. Quant aux porte-conteneurs, les vagues scélérates peuvent non seulement les endommager, mais aussi causer la perte des conteneurs et de leur cargaison. Il y a énormément de conteneurs sur chacun de ces navires et beaucoup d'entre eux se perdent en mer. Selon un rapport du World Shipping Council, environ 1382 conteneurs disparaissent en mer chaque année. Mais il y a un chiffre encore plus inquiétant. Rien que de novembre 2020 à janvier 2021, 2675 conteneurs ont disparu. Un biologiste marin a estimé qu'un total de 12 000 conteneurs ont été perdus en mer au fil du temps, le plus souvent en raison des conditions météo et d'accidents. Pour résister aux vagues scélérates, il faut être bien préparé. En termes professionnels, on appelle ça prendre des mesures de navigation en pleine mer. L'idée est de réduire le tangage du navire. Moins il y a de tangage, moins le navire est ballotté par les vagues, ce qui réduit le risque de dommages. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'un navire prend le large, sa coque est soumise à de fortes secousses. Les capitaines expérimentés savent comment réagir en ajustant le cap et la vitesse du navire. De plus, il faut avoir quelques connaissances sur le comportement des vagues et la gestion des situations délicates. C'est sans doute pour ça qu'obtenir une licence de capitaine de navire est plus compliqué qu'il n'y paraît. En matière de vagues, il est important de déterminer deux choses, leur type et leur direction. Il faut absolument positionner correctement la coque par rapport à la direction des vagues. Souvent, on a peu de temps pour réagir et chaque seconde compte. Il faut aussi tenir compte de la longueur des vagues par rapport à la longueur du navire, en particulier en cas de forte tempête. Dans de tels moments, le capitaine doit se concentrer sur deux choses, maintenir le cap et éviter le rivage. Il est préférable de rester aussi loin que possible de la terre ferme et des rochers. De bonnes capacités de pilotage sont essentielles pour maintenir la proue face au vent et aux vagues. Si le moteur principal tombe en panne et que le navire se retrouve en position latérale, les choses peuvent devenir dangereuses. Protection anti-chavirement, ballast et autres mesures d'urgence n'y changeront rien. Mais peut-être qu'il est possible d'éviter la zone dangereuse, de contourner la tempête. Depuis les années 1980, les prévisions météo parviennent directement aux navires. Les capitaines disposent également de cartes météo, d'images satellites et autres outils perfectionnés comme des ordinateurs de bord qui adaptent l'itinéraire en fonction de la météo. On pourrait penser qu'il est facile de changer d'itinéraire et d'éviter les eaux dangereuses. Mais la réalité est que les navires sont soumis à un calendrier serré. Le simple coût du carburant s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Ainsi, tout retard ou toute déviation, même de courte durée, peut coûter beaucoup d'argent. Il faut réduire les dépenses, c'est pourquoi les capitaines et les armateurs prennent tant de risques. Toutefois, certains porte-conteneurs et autres navires de commerce rapides, capables de naviguer à une vitesse de 28 à 31 km/h, sont en mesure de déjouer les vagues ou du moins d'atténuer les graves conséquences d'un ouragan. Pour ça, ils doivent se diriger vers la partie de l'océan où les vagues sont les plus petites et le vent le plus faible. Cette zone se déplace en général dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au front orageux. Certains pensent qu'il est plus sûr d'attendre la fin d'une tempête ou même d'un ouragan en mer que dans un port. Cependant, cette idée est erronée et peut coûter des vies. Quand on a le choix, mieux vaut trouver ce que l'on appelle un trou d'ouragan, c'est-à-dire un port bien abrité, protégé par un brise-lames ou autre digue. De tels éléments permettent de protéger le bateau du vent et des vagues. Lorsqu'un navire arrive au port, l'équipage jette l'ancre en laissant du mou dans la chaîne pour éviter qu'elle ne se brise sous l'effet des vagues. Parfois, on laisse tourner le moteur du navire en marche arrière pour exercer une pression sur l'ancre. Après ça, il ne reste qu'à espérer que tout se termine bien. Il peut être dangereux de s'abriter dans le mauvais port. Lorsqu'un navire est aux prises avec des vents et des vagues violents, il peut être ballotté et heurter les quais, causant de graves dommages aux structures comme au bateau lui-même.
C'est pourquoi dans certains ports, les autorités ordonnent aux navires de quitter les lieux pendant les tempêtes afin d'éviter une catastrophe. Dans d'autres ports, les navires partent de leur propre chef, mais toujours à leurs risques et périls. Il est impossible de prévoir avec certitude les conséquences d'une tempête. Vous êtes toujours là? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et à plus!